Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cet épisode un thème assez récurrent dans le monde médiéval, où quand on aborde, on va dire, la société féodale ou l'époque médiévale, on va parler de la chevalerie. Game of Thrones, House of the Dragons, Robin des Bois ou encore The Witcher, toutes ces séries et films nous montrent des illustrations des chevaliers, de la chevalerie et de ses valeurs. Mais on peut se demander qu'en était-il vraiment au Moyen-Âge, à l'époque médiévale. La chevalerie, à l'époque médiévale, est l'apanage des nobles principalement. Mais de façon générale, il est considéré comme chevalier toute personne ou tout combattant, donc ayant, on va dire, des notions au niveau du combat, ayant les moyens d'entretenir un cheval et d'avoir des armes, et de les entretenir bien entendu. Par ailleurs, le chevalier est au service toujours d'un seigneur. Il l'accompagne partout, c'est un petit peu son garde du corps. Au fil des siècles du Moyen-Âge, la condition du chevalier va évoluer sous différentes formes et avec de différentes façons. Dans cet épisode, je vous propose d'en apprendre plus sur le lien entre les chevaliers et la noblesse, qui peut paraître évident en soi, mais qui ne l'est pas forcément toujours, mais comment se caractérisent ces valeurs chevaleresques du Moyen-Âge que l'on voit dans certaines représentations cinématographiques ou autres, ou même dans la littérature. On va voir exactement comment cela se caractérise véritablement. Avant d'être une question de fortune, et jusqu'au XIIIe siècle, la noblesse est avant tout une qualité morale, qui incite au respect, et notamment dans le cadre de la chevalerie. On raconte que cette qualité de noblesse est transmise par le sang. Cette qualité morale devient par la suite une distinction sociale, avant d'être une distinction de fortune, même si les deux auront tendance à se mélanger au fil du temps. Cette notion de noblesse a également un caractère héréditaire. Cela se retrouve tant du côté paternel que du côté maternel. En effet, certaines sources mettent en avant les origines chevaleresques du côté maternel de certains chevaliers. Ce sont des généalogies entières ou partielles, selon les sources sur lesquelles on se réfère, qui sont mises en avant. Entre le Xe et le XIIIe siècle, on assiste à l'émergence de ce qu'on va appeler une littérature généalogique. Autrement dit, une littérature qui tourne autour d'ancêtres, d'aïeux, de personnages célèbres et notamment de chevaliers célèbres. Dans certaines sources, on peut trouver le terme de nobilis pour désigner des femmes. Donc il n'y avait pas que les hommes qui avaient droit à cette distinction, les femmes également. Le caractère de noble désigne aussi ceux qui naissent au sein d'une famille de nobles, ou ceux qui adoptent les codes, le mode de vie et l'apparence, on va dire, de cette fameuse noblesse. La noblesse est associée donc à la richesse, mais aussi à l'exercice du pouvoir dans certains cas, notamment autour, on va dire, des princes. Même si les origines de la noblesse médiévale sont assez floues, faute de sources et faute peut-être aussi de sources assez pointues sur le sujet, on retrouve des traces quand même de cette fameuse noblesse médiévale au temps des Carolingiens. Donc on peut supposer que les notions, on va dire, de noblesse médiévale ont commencé à se poser petit à petit à partir de là. Donc des Carolingiens, mais aussi de l'entourage des Carolingiens. Les nobles sont avant tout ceux qui ont reçu l'honneur d'un roi ainsi que de ses vassaux. Donc on parle des vassaux du noble, pas des vassaux du roi, nous sommes bien d'accord. Il s'agit donc, on va dire, d'un seigneur. Là, à proprement parler, on va parler plutôt d'un seigneur, dans, on va dire, le système seigneurial, dans le système féodal. Concernant les chevaliers, puisqu'il s'agit bien sûr d'une noblesse mélangée avec les chevaliers, on en retrouve dans l'entourage des princes. Tous sont d'origine modeste pour la plupart d'entre eux, notamment toujours aux alentours des 11e, 13e, un peu dans ces eaux-là. C'est ce que les sources vont appeler des bellatores. Ces derniers ne forment toutefois pas pour autant une communauté ou une formation à part. Donc, ils sont, on va dire, assimilés aux autres. La source la plus connue faisant mention justement de ces fameux bellatores est le poème du roi Robert de Adalbéron de Laon, écrit vers 1027, donc autrement dit 11e siècle. Cette source fait donc mention de ces fameux guerriers, de ces fameux chevaliers provenant d'une noblesse
on va dire, formes qui sont aussi formées à l'exercice du pouvoir. Si la chevalerie se distingue de la noblesse jusqu'à, on va dire, à un certain moment, à la fin du XIIIe siècle, on va avoir une sorte de fusion entre la chevalerie et la noblesse. Toutefois, l'aristocratie, cette fameuse haute aristocratie, restera une élite guerrière à proprement parler. Il ne faut pas oublier que, et nous le verrons, on va dire un peu plus en détail quand on abordera vraiment la question du chevalier à proprement parler, que tous, on va dire, chevalier n'est pas chevalier qui veut, et surtout tous ne deviennent pas chevaliers comme ça en claquant des doigts. La plupart des fils de nobles vont être ce qu'on va appeler des écuyers dans la plupart du temps, des premiers temps, ou des damoiseaux selon les sources que vous allez consulter. Dans tous les cas de figure, ils commencent la plupart du temps au bas de l'échelle et ensuite ils deviennent chevaliers avec l'adoubement. Donc, partez du principe que tous les fils de nobles déjà ne deviennent pas chevaliers. La plupart commencent en tant qu'écuyers et ensuite deviennent chevaliers par la suite. Mais aussi, il va y avoir, on va dire, une forme de déclin de la vocation de chevalier dans la noblesse, au sens où, pourquoi en fait risquer sa vie, risquer les dangers, alors que il n'y a pas forcément de quoi le faire, et surtout il va y avoir un peu une crise des vocations, c'est-à-dire que la vocation de chevalier au sein de la noblesse, petit à petit, ne va plus attirer, ne va plus, on va dire, susciter autant, on va dire, d'admiration qu'avant, et surtout il va y avoir, on va dire, une forme de pourquoi s'embêter à avoir la gloire, nous-mêmes de la gloire chevaleresque et compagnie, alors que nos ancêtres l'ont déjà eu. Donc il va y avoir une volonté de se reposer un petit peu sur ses lauriers, ne plus vouloir, on va dire, rentrer dans le service en tant que chevalier, en tant que combattant, et plutôt se diriger vers d'autres, on va dire, d'autres vocations qui n'ont aucun rapport avec, on va dire, l'exercice du combat. Donc, la noblesse et la chevalerie, même si la plupart du temps c'est très lié, parce qu'on va bien voir, on voit très bien dans les représentations cinématographiques ou même dans les séries, que la plupart du temps les chevaliers sont soit de très haute noblesse, soit des princes, soit de très petite noblesse. La plupart du temps ce sont, on va dire, des nobles, ce ne sont pas des paysans. Mais on verra, quand on va aborder le chevalier, que ça n'a pas toujours été le cas. On vient de voir dans la partie précédente que la chevalerie et la noblesse se mélangent l'une avec l'autre à la fin du XIIIe siècle. Pourtant, tous les chevaliers ne sont pas des nobles. En effet, on peut retrouver parmi eux que certains sont, par exemple, des chevaliers pauvres, et ils perdent parfois leur condition de chevalier quand ils ne peuvent pas exercer leurs compétences militaires. Autrement dit, même si vous avez les moyens d'entretenir des armes ou un cheval, et que à partir du moment que vous êtes blessé ou infirme ou autre chose, vous ne pouvez plus exercer ces compétences. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, assez ambigu à ce niveau-là. Les soldats les plus nobles d'entre eux deviennent, on va dire, des soldats relativement puissants. Cela peut aller de soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Les chevaliers ont par ailleurs des obligations vassaliques envers leur seigneur. Ils doivent l'aider lors des guerres, combattre pour eux, etc. Donc en fait, ils sont vraiment des gardes du corps. Ce sont les bodyguards en fait de leur seigneur. Ils les accompagnent partout et les suivent partout. À partir du IXe siècle, on constate une grande importance sur tout ce qui est en lien avec la force athlétique de ces derniers. Autrement dit, les exercices militaires, les exercices physiques vont rentrer littéralement en ligne de compte. Ces groupes de chevaliers sont composés souvent soit de nobles, soit de princes, soit de seigneurs. Mais partez du principe que toute personne, comme je vous le dis, je vais vous le répéter, toute personne qui a les moyens d'entretenir un cheval ou les armes, voire les deux, c'est quand même beaucoup plus préférable, peut devenir chevalier, mais il y a tout un processus que nous verrons après. Ils sont alors qualifiés de milites. Milites, si vous voyez milites dans les sources, vous savez que ça parle des chevaliers, mais il y a d'autres qualificatifs pour désigner chevalier. Ça va être, on va dire, plus les nobles qui vont être concernés que les autres. Ces milites, cette notion de milites s'accompagne également de plusieurs rites qui est en lien avec la chevalerie. Cette force athlétique est entretenue par le biais des tournois, par le biais aussi de différents entraînements aussi, mais surtout ce qui va caractériser cet entraînement athlétique, ça va être le tournoi. En effet, le tournoi a un rôle
important car les chevaliers apprennent les techniques de combat, mais aussi apprennent une forme d'éthique chevaleresque qui, malheureusement, n'est pas toujours facile à distinguer, voire n'est pas toujours facile à définir. Et cette éthique a une certaine limite dans certains cas. Pendant les tournois, les chevaliers apprennent à guerroyer, donc à faire la guerre, à apprendre à se battre lors de guerre, et ils acquièrent une certaine réputation de vaillance, de louange et de gloire. Donc autrement dit, quand vous voyez des scènes de tournois dans les films ou dans les séries, c'est pour se faire, on va dire, une bonne réputation auprès soit de la royauté, soit auprès des seigneurs, pour en mettre un petit peu plein la vue également. Les tournois permettent la rencontre de chevaliers différents, venant de plusieurs horizons, de plusieurs régions, mais aussi de former une sorte de petite aristocratie, donc chevaleresque au fil des siècles. Donc autrement dit, les chevaliers ne sont pas forcément un groupe à part, mais dans le cadre, on va dire, de ces fameux tournois, dans le cadre de ces fameux entraînements, ils vont former une espèce de bande à part qui vont se distinguer les uns des autres. Le tournoi se révèle également un bon exercice pour apprendre à désarçonner son adversaire. Notamment, vous avez certainement vu dans des films ou dans des séries, avec ces fameuses joutes à la lance, ben c'est justement ça qui va contribuer à leur apprendre à se battre à cheval. C'est encore une fois, comme je le disais, un très bon exercice pour apprendre la guerre, pour apprendre à se battre en temps de guerre. C'est aussi le moment où on voit apparaître des confraternités d'armes, avec un sens de l'honneur, un sens de la vertu, un respect de la vertu qui est quand même bien présent, surtout au niveau de l'adversaire. On va essayer, on va dire, de garantir dans ces cas-là une forme de sécurité pour le chevalier et pour, on va dire, ceux qui l'entourent. Lors des tournois, il n'est pas toujours facile, on va dire, d'épargner l'adversaire, surtout au moment des mêlées. On l'a vu et revu dans des séries, dans des films, et c'est souvent, très souvent romancé, mais à partir du moment où il y en a un qui tombe, ça finit en combat à pied, un combat piéton. Dans les sources, on peut trouver plusieurs termes pour désigner les chevaliers. On va trouver le terme miles, qui est, on va dire, le terme, on va dire, qu'on va retrouver le plus souvent. Mites, on va le retrouver dans certains cas, mais miles, on va le retrouver la plupart du temps. Mais on peut retrouver aussi le terme cavallarius, qui désigne plus le cavalier. Donc le cavalier, chevalier, comprenez bien, qui monte à cheval, qui se déplace à cheval. Cette condition de cavalier connaît des évolutions techniques, notamment au niveau du combat, avec l'utilisation de l'étrier. Donc l'étrier, s'il y a des gens d'entre vous qui ont fait de l'équitation, c'est là où on va dire, quand on monte à cheval, on pose un pied justement dans une espèce d'anneau un peu fermé pour pouvoir monter sur la selle. Par ailleurs, la tenue du chevalier ou du cavalier, peu importe, est composée d'éléments relativement lourds. Vous avez la cotte de maille, qui est une chemise faite avec des petits anneaux en fer, des anneaux métalliques. Vous avez la chausse, qui est un espèce de pantalon. Alors, ce serait plus, on va dire, un équivalent d'un pantalon taille haute, si on veut, on va dire, se le représenter. Vous avez le hauber, qui est une protection en métal souple, que l'on met sous le aume. Vous avez le aume lui-même, qui est le casque, ces fameux casques que l'on voit très souvent représentés dans les films ou dans les séries. Vous avez l'écu, qui est un espèce de bouclier renforcé, le gabison qui est en pourpoint rembourré qu'on porte sous le hauber de métal. Donc on essaie de protéger la poitrine principalement et la tête. Surtout, on va dire la tête. À cela, on peut ajouter la lance, même s'il faut bien rajouter l'épée, bien entendu, mais à cela, on rajoute la lance qui est une arme de choc, qui est une arme en fait que l'on peut, qui sert à transpercer, qui peut désarçonner également l'adversaire. Les découvertes archéologiques de cimetières datant du XIVe siècle ont montré que ces fameuses lances peuvent provoquer des blessures relativement terribles. Donc on peut se demander, et de ce que j'ai pu en lire, ce sont des blessures essentiellement à la tête, on peut se demander si le hauber est une protection suffisante face
justement au choc que peut provoquer la lance. Donc on peut supposer que dans ces fameux cimetières et dans ces fameuses blessures, il y a souvent des blessures au niveau de la tête. Mais on peut se demander également dans certains cas s'il n'y avait pas une volonté de la part des chevaliers qui ont infligé ces blessures, s'il n'y avait pas une volonté de tuer derrière. On peut supposer, mais il faut partir du principe que ce ne sont que des suppositions. Et bien entendu, toute cette tenue de cavalier, de chevalier, avec tout, y compris l'épée et toutes choses confondues, a un entretien, et cet entretien revient excessivement très cher. Monter à cheval pour un jeune garçon est une chose qui va de soi, notamment dans la noblesse. Mais cela n'est pas le plus important de façon générale, mais il va le devenir surtout quand l'un des fils du seigneur, enfin, dans l'un des fils des vassaux principalement, ou du seigneur, est destiné à la chevalerie. Cela va être notamment le cas des cadets. Alors, je vais rappeler juste un truc assez essentiel, c'est que dans les familles médiévales, et même pas forcément que médiévales, l'aîné va être destiné à être l'héritier des domaines, l'héritier principal, celui qui va hériter du nom et tout ça. Le second va aux ecclésiastiques. Le troisième, généralement, c'est un soldat, et tous les autres, on ne sait pas trop où les caser. Alors, bien évidemment, il va de soi que tous les enfants ne sont pas déshérités à la mort du père, ou surtout à la mort du père, mais on va dire que le partage des terres, le partage, on va dire, des fonctions n'est pas le même. On le verra quand on abordera le cas, par exemple, d'Aliénor d'Aquitaine, que le partage entre les fils a été un véritable casse-tête, et certains se sont retrouvés un peu lésés. On le verra à ce moment-là. Quand le cadet est destiné à la chevalerie, alors déjà, on apprend à ses enfants à monter à cheval dès l'âge environ de 7 ans. Dans ces moments-là, ça peut être un peu avant, un peu après, mais globalement, plus ils apprennent à monter à cheval tôt, mieux c'est. Il rejoint ce qu'on va appeler la mesnie, ou plus exactement, la maison. Dans le cadre de la maison, ça va être la famille, une maisonnée au sens large du terme. Ça va être la famille du seigneur, et puis ça va être tout ce qui va concerner l'ensemble. Donc il va rejoindre la maison du seigneur de son père. Une fois qu'il est adolescent, une fois qu'il a bien évolué au sein de cette maison, auprès de son seigneur, il va devenir ce qu'on va appeler un écuyer. Il va devenir l'écuyer d'un chevalier, et il va l'accompagner partout dans ses déplacements. Donc les écuyers, c'est tout simplement ces jeunes garçons qui vont, on va dire, être les assistants d'un chevalier, et qui vont les aider globalement à faire un peu toutes les tâches. Cela a pour but principalement de faire en sorte que plus tard ils puissent rentrer dans la chevalerie par la grande porte du moins. Ils reçoivent également une formation militaire, donc bien évidemment, notamment avec la pratique de la chasse, donc ça c'est valable pour les chevaliers, mais c'est valable aussi pour les écuyers, avec l'entraînement au béour, qui est une sorte de mannequin de paille que les chevaliers doivent taper, tout simplement, doivent transpercer, par la quintaine qui, pareil, a la même fonction. Et vers l'âge de 18 ans, en fait, ils peuvent accéder à l'adoubement par le seigneur chez qui ils résident. Alors, cela est vrai, il va y avoir une caractéristique temporelle, on va dire jusqu'au Xe siècle. À partir du Xe siècle, l'Église va se mêler, va mettre son nez justement dans cette cérémonie de l'adoubement. On va voir comment. L'adoubement se caractérise par la remise des armes, donc l'épée, l'équipement du chevalier, et par la collée, qui est une espèce de sorte de petite tape sur la nuque que le chevalier va adresser justement à son ancien écuyer, qu'on va appeler, qui est plus ou moins son parrain, qui est plus ou moins, on va dire, la personne qui l'a formé. Et il va y avoir également un sermon, et c'est là où l'Église est intervenue là-dedans, un sermon sur les saintes écritures et sur les reliques. Alors, ce serment, on peut y voir aussi une forme de, pour l'Église et pour les chevaliers, une espèce de contrat qui est ne pas piller les églises, ne pas faire de mal, on va dire, aux faibles. On verra quand on va traiter les rapports entre l'Église et les chevaliers que bien souvent, ça n'a pas toujours été le cas, et voire c'est souvent pas le cas. Toutefois, même si cet âge de l'adoubement intervient
Alors les historiens ont mis vers les 18 ans, mais bon, 18 ans, c'est pas la majorité, qu'on se l'entende. Il faut comprendre que l'adoubement, même s'il se fait, on va dire, à un âge où on est censé être ni un adolescent ni un adulte, cela n'est pas quelque chose qui va de soi, et on va trouver dans certaines sources, et ça Georges Duby va très clairement l'expliquer, que dans certaines sources, l'adoubement peut intervenir bien plus tard, voire dans des âges très avancés. Alors moi, je me souviens d'avoir lu qu'il avait mis dans un de ses livres entre 50 et 60 ans. Donc autrement dit, c'est pas forcément, on va dire, à un âge très jeune qu'on peut adouber. On peut adouber souvent bien plus tard. Alors vous allez me dire, mais pourquoi justement on adoube aussi tard? Alors il y a une histoire de quête du chevalier aussi, qui est il y a une histoire de quête du chevalier, comme quoi il faut que le chevalier se cherche, tout ça. Il y a aussi le cadre, dans certains cas, des croisades. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, mais globalement, on peut constater dans les sources, en tout cas, et Georges Duby d'ailleurs en parle, que certaines fois, les adoubements peuvent venir bien plus tard, même à des âges où la personne n'est plus vraiment en âge de se battre. 50 ou 60 ans, quand on est chevalier, quand on est combattant ou cavalier, c'est un âge bien souvent qui est très critique. C'est un âge où des fois, on n'est plus capable de se battre, on n'est plus capable de monter à cheval parce qu'on a le poids de l'âge, on peut être malade, on peut être blessé, que sais-je. Donc, quelque part, je pense que cette notion d'adoubement à un âge, on va dire, très jeune, est quand même à prendre avec de relatives pincettes dans certains cas. Par ailleurs, puisque justement ces fameux chevaliers sont en lien avec la noblesse la plupart du temps, on peut constater qu'il y a des chevaliers qui sont fiefés, à qui justement le seigneur a accordé des fiefs. Donc autrement dit, ces derniers sont devenus des vassaux. Et qui peuvent accéder à la noblesse notamment par le biais du mariage. Nous l'avons vu dans la partie précédente, dans certains cas, dans certaines lignées, et ça a été le cas notamment pour le lignage maternel, il y a justement présence de chevaliers dans les aïeux de certaines familles du côté paternel, mais aussi du côté maternel. Je laisse le cas volontairement de côté des femmes, les places de la femme dans la chevalerie, parce que je le traiterai dans une autre vidéo, parce que je ne veux pas mélanger les deux. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir l'image de la chevaleresse dans une vidéo à venir courant de l'année prochaine. Que cela soit les nobles ou les chevaliers, ou même les deux, puisque des nobles peuvent le devenir, ces derniers ont un mode de vie particulier qui va se situer entre la vie de château et la vie de seigneur dans certains cas, puisque certains chevaliers peuvent être aussi des seigneurs par le biais de mariage, par le biais de tout un tas de choses. Mais il faut également souligner qu'il y a une forme de culture chevaleresque qui va être teintée surtout de notions militaires, de notions plus avancées, plus pointues. Cette culture chevaleresque, dans cette culture chevaleresque, il ne faut pas oublier que le chevalier est avant tout un soldat par rapport à sa formation militaire, par rapport en fait à sa fonction de combattant. Il reste malgré tout un soldat, il reste malgré tout quelqu'un qui est destiné à se battre. La guerre et le combat sont les principales activités du chevalier, et on va dire c'est ses principales activités, sa principale fonction. Alors oui, en temps de paix, nous sommes bien d'accord que les chevaliers ne vont pas aller faire la guerre pour le plaisir, c'est vrai, mais on le verra quand on va aborder le rapport entre l'église et les chevaliers, les ardeurs chevaleresques, les ardeurs un petit peu violentes, entre guillemets, et c'est à mettre entre guillemets parce que les sources le décrivent ainsi, de ces chevaliers, fait que par certains moments cela peut poser problème, on va essayer de les canaliser, mais ces formes de canalisation vont être rapidement caduques, puisque on va chercher à conditionner, à imposer certaines choses aux chevaliers qui malheureusement ne sont pas compatibles ou peu compatibles avec leur
leur fonction. Partez du principe, quand vous voulez voir un chevalier, partez du principe que quand vous en voyez dans les séries, dans les films ou je ne sais quoi, même dans la littérature, que ça reste avant tout des gens destinés à se battre. Ils sont là pour servir leur seigneur, c'est un fait, mais ce sont avant tout pour leur seigneur des gardes du corps, et en temps de croisade, en temps de guerre ou je ne sais quoi, ils sont là pour le combat, ils ne sont là juste que pour ça. Alors bien évidemment, on est bien d'accord que les chevaliers ne sont pas tout seuls quand ils partent à la guerre. Il y a les piétons, il y a des mercenaires, ce genre de choses. Mais globalement, la fonction principale d'un chevalier, c'est de se battre. C'est globalement que ça. C'est bodyguard quand ils sont en temps de paix pour leur seigneur, pour les terres du seigneur et tout ça. Et c'est pour se battre quand ils sont en guerre. Donc le chevalier, il y a toute la culture chevaleresque, tout le fantasme de l'amour courtois du chevalier envers les femmes et tout. C'est vrai, il y a ceci aussi qui est véhiculé à l'époque du Moyen-Âge, mais il ne faut pas s'oublier que sous le côté un peu romantique qu'on a voulu donner du chevalier au travers de la littérature médiévale, ça reste quand même un tempérament qui est un tempérament de guerrier. Donc partez du principe qu'un chevalier, que ce soit dans la littérature ou ailleurs, ça reste quand même des tempéraments qui sont relativement difficiles à contenir. En temps de guerre, les chevaliers sont soumis de respecter un code de déontologie basé sur des notions morales et des notions religieuses. Avec les sièges, les razzias et les tournois, de multiples variantes rentrent en compte pour comprendre la difficulté de faire appliquer ce code de déontologie qui régit justement cette fameuse chevalerie. L'idéologie chevaleresque, notamment proposée par l'Église, et nous verrons après le cas de l'Église un peu après, est décrit comme un modèle à suivre pour tous les chevaliers. Alors le modèle que certains historiens vont citer, ça va être surtout par exemple Richard Cœur de Lion dans le cas, on va dire, des croisades. Mais malgré qu'on décrive Richard Cœur de Lion comme un très bon chevalier, un chevalier quasi hors pair, on reconnaît que c'était aussi un très 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 mauvais stratège. Mais ça, on peut pas non plus tout avoir, on peut pas être gâté tout le temps. À côté de cela, si on regarde certaines sources, notamment des sources juridiques, on peut voir que l'on cherche à imposer une certaine discipline aux chevaliers, notamment en temps de guerre, mais aussi avec des sanctions en cas de non-respect de ces règles. Avec ces documents, on peut également ajouter la coutume, notamment les coutumes non écrites, donc des coutumes orales, des coutumes qui sont ancrées dans la société et qui régissent la communauté. Ces lois, donc ces coutumes, prévoient également des sanctions en cas d'infraction à ces dernières. Il peut arriver que ce soit le seigneur qui paye les sanctions pour ses chevaliers en cas justement de ces fameuses infractions à ces règles. Donc autrement dit, ça peut soit le chevalier paie de sa personne, soit ça va être son seigneur, donc son seigneur qui le paie à sa place, notamment dans certains cas de figure, notamment dans des cas, on va dire, de violence extrême. En temps de guerre, il faut également souligner la présence de routiers. Ces routiers, ça va être principalement des cavaliers mercenaires qui vont avoir quand même un certain rôle essentiel au sein de ces guerres, étant donné que ce sont des gens, on va dire, des combattants aguerris, mais qui peuvent être très facilement contrôlables. Les exploits des chevaliers sont racontés dans de nombreux récits, dans de nombreuses sources. Si l'on prend par exemple les récits des croisades, on peut avoir des informations sur le comportement des chevaliers. Ces récits racontent également que les échecs des croisades sont également dus à des envies de gloire immodérées de la part de ces derniers. Alors ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. En réalité, il peut y avoir probablement ce genre de comportement, mais il y a aussi des ambitions seigneuriales, des ambitions des grands, des princes, qui sont également qui rentrent en ligne de compte. Il y a des erreurs stratégiques, donc c'est des récits qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes, qu'il ne faut vraiment pas prendre au pied de la lettre, parce que c'est souvent teinté
c'est souvent teinté, on va dire, d'une certaine forme de morale, c'est souvent teinté d'une certaine forme de mépris. Donc, il faut prendre beaucoup de recul quand vous lisez ce genre de choses, parce que ce ne sont pas forcément des récits qui sont extrêmement vrais. Ces fameux chevaliers, puisque on parle justement de ces fameux récits, s'ils font preuve, on va dire, de cette gloire immodérée, c'est souvent pour ne pas faire preuve de couardise ou de déshonneur. Donc, si on en croit encore une fois ces récits de croisades, si cette gloire immodérée mène on va dire, aux échecs des croisades, aux échecs des combats, c'est parce que on ne veut pas faire preuve de couardise, donc de lâcheté et de déshonneur. Donc, alors, il y a probablement une question d'ego, c'est très probable, mais comme je vous l'ai dit, partez du principe que ce n'est pas forcément la réalité. Les chevaliers, certes, ont peut-être un ego démesuré pour certains d'entre eux, mais ça n'est pas le cas de tous, et surtout, en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, justement dans ces fameux échecs des croisades, ou dans les combats, on va dire, dans les victoires des croisés. Donc, vraiment à prendre avec des pincettes. Dans ce contexte de croisade et même de guerre de façon générale, ce n'est pas propre aux croisades pour en parler, les prisonniers ne sont pas d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prisonniers. Ces derniers finissent soit en esclavage parce que, oui, le servage est quand même s'installe petit à petit, surtout en France et même ailleurs, mais il y a toujours le cas, on va dire, d'esclavage qui est encore là. Donc, tout dépend où est-ce qu'on va se situer, si on est en Orient ou si on est en Occident, mais l'esclavage est toujours d'actualité dans certaines régions. Donc l'esclavage, ils sont vaincus ou même tués. Donc autrement dit, pas de prisonniers, on s'en débarrasse d'entrée de jeu. Le but, on va dire, de la guerre, que ce soit les croisades, que ce soit la guerre de façon générale, c'est pas propre aux croisades, est également de faire du butin, notamment par le biais du pillage et de la destruction des terres présentes sur le chemin. Alors, les terres agricoles, les terres cultivables, mais on va voir aussi quand on va aborder l'église et les chevaliers, que malheureusement ces derniers ne vont pas forcément être épargnés par cela. Toutefois, beaucoup de ces ravages sont à constater, notamment avec, comme je vous l'ai dit, avec le cas des routiers, mais il n'y a pas forcément que les routiers qui rentrent en compte. Les piétons et les paysans sont souvent des dommages collatéraux de ces pillages. En effet, les terres des paysans vont souvent être saccagées, on va prendre le bétail, on va prendre les fourrages pour nourrir les chevaux, en fait, on va prendre tout ce que l'on peut prendre, et les piétons, ça peut être des soldats, ça peut être tout un tas de choses, mais globalement, partez du principe que qui ne monte pas à cheval peut être un dommage collatéral. Pour ne pas se faire piller les terres, certains vont avoir recours à ce qu'on va appeler la politique de la terre brûlée. On détruit tout ce qui est, on va dire, pillable, tout ce qui est de l'ordre du bien que l'on pourrait prendre. Comme je vous le disais, dans les pillages, ça va être le bétail, ça va être les récoltes qui vont être pris, mais s'il y a d'autres choses, bien évidemment, on va les prendre. C'est donc l'aspect économique, on va dire, qui va être le plus privilégié. Alors l'aspect économique, partez du principe que c'est une économie qui est une économie pas de fortune, mais qui n'est pas une économie comme on pourrait l'entendre à proprement parler. Toutes ces données se retrouvent lors des croisades, mais comme je vous l'ai expliqué, lors de guerres en temps normal. Ce n'est pas propre aux croisades. Mais partez du principe que quand il y a eu les croisades en Orient, et même après, c'est très probable qu'il y ait eu ce genre de comportement également. Par ailleurs, il faut ajouter l'usage de la rançon. L'usage de la rançon va être plus le cas, on va dire, des conquérants, donc des vainqueurs, bien évidemment. Cet usage garantit en fait la survie d'adversaires et aussi, dans certaines mesures, la continuité de la guerre. Alors, oui et non. La rançon, ça peut être parfois des princes, ça peut être parfois des hauts seigneurs, ça peut être beaucoup de choses. Tout dépend, on va dire, où est-ce qu'on se situe. Mais continuité de la guerre, ça peut être... Moi, j'ai tendance, personnellement, et ce ne sont que des hypothèses, j'ai tendance à me dire que ça peut être soit la fin d'un conflit, soit au contraire la continuité. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, encore une fois. Les montants des rançons peuvent être extrêmement variables selon la notoriété du prisonnier. Donc ça veut dire des montants en argent, entre guillemets, ou pour payer.
Les chevaliers ont malgré tout une forme de mission protectrice, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Alors, mission protectrice, ça va être protection de l'église, de son seigneur, des faibles et compagnie. Alors, ça c'est pareil, c'est toujours à prendre au pied, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre parce que ce n'est pas le cas. En vrai, ça n'a pas toujours été le cas. On va tenter, on va dire, de tempérer un peu ce comportement violent et on le verra avec comment l'église va s'y prendre. Ça va être surtout l'église qui va s'en mêler. Mais ça n'a jamais été proprement le cas. C'est-à-dire que c'est très utopique. C'est extrêmement utopique, c'est extrêmement fantasmé. Cette notion, on va dire, de mission protectrice est certes liée à l'éthique chevaleresque, mais c'est une éthique chevaleresque, comme je vous le dis, je vous le répète, qui est très limitée et pas toujours, on va dire, appliquée comme il le faudrait. Et par ailleurs, ce genre de comportement, ce genre d'éthique chevaleresque, ça va se retrouver plutôt chez les nobles, on va dire, que chez les chevaliers de plus petite condition. Entre la chevalerie et l'église, on y vient en fait, c'est ce fameux rapport entre l'église et la chevalerie, c'est souvent du je t'aime moi non plus. Je m'explique. Les chevaliers sont censés être, on va dire, sont censés représenter une forme de comportement violent. Comportement violent, on se bat à l'épée, on fait des duels, on s'entretue, blablabla, tout ce genre de choses. L'Église ne veut pas ce genre de violence, elle va tenter de tempérer autant que possible, en limitant, par exemple, en interdisant le port de l'épée dans les églises ou ce genre de choses. Elle va essayer de tempérer, en fait, cet aspect violent, sans pour autant vraiment y parvenir. Et, on va dire, les guerres vont être un bon moyen pour ces chevaliers au comportement agité d'aller se battre sans pour autant, on va dire, massacrer des innocents ou empiéter sur la volonté de paix de l'Église. Voilà, ce sera plutôt ça. Dès le début de la chevalerie, l'Église tente de moraliser justement cette éthique chevaleresque qu'on vient justement d'expliquer, notamment en orientant ces fameuses valeurs, cette fameuse éthique, ce fameux fantasme du chevalier, en les orientant vers le combat pour Dieu. Donc, comprenez bien les croisades. Et ça sera énormément le cas des 2 premières croisades, même voire de la 3e. Alors, je ferai une vidéo sur les croisades, ça va être très très drôle à faire. Les 3 premières, les 2-3 premières, si on veut inclure la 3e, mais la 3e, moi je suis pas trop pour l'inclure. Les 2 premières croisades vont être plus ou moins des succès et toutes les autres vont être des très très gros échecs. Donc, le combat pour Dieu, ça va être quoi? C'est, vous allez en Orient, vous partez en Orient, et ce sera l'appel à la croisade, le tout premier appel à la croisade. Vous partez en Orient pour, entre guillemets, bouter de l'infidèle, du musulman, de l'infidèle, des hérétiques, ce que vous voulez. Vous les chassez de la Terre Sainte pour être, on va dire, les chevaliers de Dieu, ce genre de choses. Donc, il faut que vous alliez combattre en Orient. Voilà. C'est résumé de façon très imagée, mais c'est globalement ce qu'il faut en comprendre. La croisade, c'est pas forcément virer, on va dire, toute personne qui n'est pas chrétienne de la Terre Sainte, autrement dit de Jérusalem. Donc, autrement dit, c'est un beau bazar. Ces fameux chevaliers, donc, sont qualifiés de milites Christi, donc chevaliers du Christ, chevaliers de Dieu, mais chevaliers du Christ principalement. Lors des guerres saintes, le caractère violent des chevaliers est donc ressort énormément et surtout est mis à profit dans, on va dire, une bonne cause. Les sources ecclésiastiques montrent une forme d'hostilité à la guerre et aux guerriers, donc chevaliers, aux guerriers, piétons, peu importe, sauf quand ces derniers, on va dire, y voient un intérêt, y voient, on va dire, une forme d'intérêt, notamment s'il s'agit de défendre l'Église, s'il s'agit de défendre la chrétienté. Donc, on n'est pas pour la violence, mais quand c'est pour nous, on veut bien. Comprenez ça de façon très rapide, il faut comprendre ça. Et de façon très imagée, bien entendu. Dans les valeurs chevaleresques, il n'y a pas forcément, enfin, toutes ne sont pas forcément issues de l'Église. Il y a aussi des valeurs de base également. Certaines de ces valeurs datent d'avant la réforme grégorienne. Donc, la réforme grégorienne, on en parlera dans une vidéo consacrée à ça. Au moment des croisades, combattre des ennemis plus ou moins impies
mais surtout, on va dire, impie, puisqu'il faut, on va dire, que l'ennemi en face soit de l'impiété, notamment en Orient. On pense et on va, on va dire, entretenir un peu cette image que les armées célestes se sont alliées aux armées, on va dire, des chevaliers, aux armées des mortels. Alors, c'est à prendre encore une fois avec des pincettes, c'est une métaphore, bien entendu. C'est, on va dire, la métaphore du milites Christi, c'est-à-dire qu'autrement dit, les chevaliers qui combattent en Orient contre les infidèles, contre les impies, ce sont, on va dire, des chevaliers venant de Dieu, bénis par Dieu, ou ce genre de choses. Donc, il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes parce que c'est très teinté d'idéologie monastique et ecclésiastique. Et bien souvent, c'est des choses qui sont très, très, très exagérées et très imagées. Toutefois, en dehors des périodes de guerre, l'Église va quand même faire en sorte d'aplanir les choses. Elle ne se veut pas elle se veut pacifiste, entre guillemets, notamment en instaurant certaines choses. Vous avez la trêve de Dieu et la paix de Dieu, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais malgré cette fameuse paix de Dieu, qui est quand même relativement pas toujours facile à définir, ce n'est pas forcément une décision qui va réussir à contenir la violence des chevaliers, très très loin de là. Les chevaliers sont à ce moment-là, au début de la chevalerie, ce sont, on va dire, comme des enfants très remuants. On ne sait pas toujours trop quoi en faire et on les gère comme on peut. Mais au-delà de ça, on peut souligner également qu'un service militaire est présent, est présent notamment dans les terres des prélats, dans les terres des ecclésiastiques. Donc autrement dit, on ne veut pas de violence, mais on prépare militairement nos chevaliers, entre guillemets, les personnes qui sont sur nos terres, et on l'a vu pour le servage, que certains seigneurs ecclésiastiques vont avoir des serfs sur leurs terres, mais ça, c'est encore autre chose. On les prépare quand même au cas où il faut partir au combat, et ça va nous permettre aussi de les moraliser encore plus. Alors, je ne veux pas dresser un portrait caricatural, mais concrètement, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre au fond du fond. En temps de guerre, et ça va être le cas pour les croisades, ça va être le cas même pour les guerres qui vont avoir lieu même sur le territoire occidental. L'Église et les églises souffrent beaucoup, on va dire, de ces climats de guerre, notamment à cause des pillages. Beaucoup d'églises sont pillées par les chevaliers, par les routiers et toute personne, on va dire, avide de butin. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement problématique parce que dans ces fameuses valeurs chevaleresques, les chevaliers sont censés protéger les églises, mais ce n'est pas du tout compatible puisqu'ils vont quand même les piller pour avoir du butin. Donc, il y a quelque part, on va dire, cette volonté de moraliser, mais cette volonté de moraliser, malheureusement, est un échec en demi-teinte. Donc, c'est vrai que le rapport chevalier et église est assez différent. Et là, on peut me demander, et les ordres chevaleresques, qu'est-ce qu'on en fait, puisque ce sont des chevaliers qui sont au service de l'Église. On en parlera dans une vidéo, justement, qui sera une vidéo à part là-dessus, parce que les ordres chevaliers, les ordres templiers, teutoniques et compagnie, c'est quelque chose qui est relativement à part, et à partir du moment où il n'y a plus les croisades, il n'y a plus, on va dire, d'hérétiques ou quoi que ce soit, ils se sont un peu retrouvés au chômage, malheureusement. Donc c'était des combattants pour l'Église, c'était des chevaliers combattants pour l'Église, mais quand il n'y a plus rien à combattre, ils ont été beaucoup livrés à eux-mêmes, ils ont été traqués, ils ont été, on va dire, on les a traités presque comme des moins que rien. Ça a surtout été le cas des Templiers. Les derniers temps, les Templiers étaient jugés comme des hérétiques. Les Teutoniques, j'ai beaucoup moins d'informations dessus, mais globalement, les ordres chevaliers ont beaucoup souffert, on va dire, de ce rapport de « on a besoin de vous, mais quand on n'a plus besoin de vous, on vous lâche ». Donc ça fera l'objet d'une vidéo à part, je vous le dis. Courant 2023, nous traiterons de ça, mais pas à l'heure actuelle. Si la chevalerie est une source de prestige pour la noblesse, durant les derniers siècles du Moyen-Âge, il va y avoir comme une espèce de crise des vocations. La vocation de chevalier n'attire plus. En effet, les enfants des nobles, surtout les cadets, vont préférer des carrières beaucoup plus administratives, notamment de juristes, juridiques, dans ce qu'on va appeler de robes, car le caractère dangereux et aventurier de la profession de chevalier ne fait plus rêver et surtout, il va y avoir la fameuse question « Pourquoi aller risquer nos vies
alors qu'on peut risquer nos vies pour même pas, on va dire, une espèce de reconnaissance partielle, alors qu'en faisant du droit ou en étant médecin, on y arrive beaucoup plus et on a une situation plus confortable. Donc il va y avoir une espèce de crise des vocations. À partir du XIIIe siècle, la noblesse doit faire face également à une espèce de concurrence de personnes venant de basse naissance, qui veulent accéder à cette fameuse condition de noblesse et à la vie de noble. Donc il va y avoir aussi une espèce de crise au sein de la noblesse, et aussi le fait que la noblesse par rapport à ça va commencer à se fermer davantage, à être une catégorie qui va être très difficilement accessible. Si jusque-là elle était ouverte un peu à tous, si elle jusque-là elle n'était pas fermée à tout le monde, elle va finir par se fermer petit à petit quand on va avoir ces espèces de parvenus, je mets le mot entre guillemets très volontairement, arriver et leur voler le prestige qui eux ont eu du mal à acquérir ou qu'ils ont acquéri justement on va dire depuis le début. Donc il va y avoir, on va dire, non seulement une crise à l'intérieur de la noblesse, une crise de la vocation chevaleresque. Alors je ne dis pas qu'il y aura plus de chevaliers, loin de là. Il y aura toujours, on va dire, ce caractère un peu aventurier qui va attirer. Mais au sein des familles nobles, on va préférer plutôt faire des études juridiques, médicales ou ce qu'on veut, plutôt qu'on va dire risquer sa vie pour, on va dire, peu de reconnaissance. Donc il y aura ça. Par ailleurs, les souverains ont de moins en moins recours à ce genre de combattants et vont laisser de plus en plus de côté leurs féodaux pour, on va dire, d'autres types de combattants, comme par exemple des sergents de cavalerie ou des hommes à pied. Donc ça sera surtout des milices urbaines, il faut comprendre plutôt ça. Ça va être plutôt aussi le fait que le chevalier à l'armure lourde, en fait, ne va plus avoir autant de cotes qu'avant, et que petit à petit, on va préférer des armures beaucoup plus légères, avec d'autres avantages. Donc, il va y avoir, on va dire, toute une crise autour de cette notion de noblesse et de chevalerie, qui, au bout d'un moment, va faire qu'il va y avoir une espèce de, pas de coupure, mais une sorte de désamour, en fait, entre les deux professions, entre les deux choses. Et malheureusement, ça va se faire ressentir. Il y aura toujours des chevaliers, des combattants, des cavaliers, il y en aura toujours. Enfin, ce seront même plus des chevaliers à ce moment-là, ce seront plutôt des cavaliers. Il y en aura toujours. Mais ça va plutôt être... il va y en avoir peut-être beaucoup moins qu'au début pas du Moyen-Âge, mais au début, on va dire, justement, de cette tendance à la chevalerie. Il y en aura beaucoup moins. Et sans doute, on va dire... Il doit y avoir aussi peut-être le côté entretien qui rentre en ligne de compte et qui fait que on peut plus entretenir justement ces fameuses armures, on n'arrive plus à suivre ce genre de choses. Il va y avoir, je pense, tout un chose. Mais ça peut faire l'objet de recherches beaucoup plus approfondies, beaucoup plus à part. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à justement approfondir ces thématiques, justement pourquoi il y a eu une crise de dévocation à ce niveau-là, et surtout pourquoi justement on a préféré ça ou ça. C'est la fin de cette vidéo sur la chevalerie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Il y aura d'autres vidéos justement sur ce thème un peu de la chevalerie, mais j'ai préféré un peu scinder les thématiques pour pas que ça soit trop indigeste, et surtout que la vidéo ne dure pas 2 heures. Déjà qu'elle va durer beaucoup de temps. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura intéressé, qui vous aura peut-être appris des choses, que vous aurez appris, on va dire, un peu les valeurs, les thématiques ou les petits tenants et aboutissants justement de cette notion de chevalerie qui fait un peu fantasmer par le biais des séries et des films, mais qui est beaucoup plus complexe derrière, et surtout qui pourra peut-être vous pousser à avoir un questionnement sur ces thématiques-là. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.